Bonjour, chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui sur Jamando Media, notamment pour l'émission appelée Tout sur tout. Tout sur tout est une émission qui parle d'expertise, qui parle sur des thématiques un peu plus techniques. Aujourd'hui, nous sommes avec un consultant en agroéconomie, Dr Modibo Amadou Boku, qui est à Bamako actuellement. Non pas seulement agronome, comme on peut le dire, mais il a aussi des visions politiques pour renforcer le développement de l'agriculture au Mali. Bonjour, docteur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter au public? Oui, merci. Modibo Amadou Bokoum, malien, bien sûr, Dieu merci. Et je suis consultant et je suis dans le forum Euroconsultant à Genève. Je travaille avec PEC Group en Suisse, à Genève, et puis DAFIS en Italie, à Turin. C'est des grandes boîtes européennes qui font beaucoup de choses en Europe et en Asie surtout. Et je suis chargé de développement de marché à ces niveaux-là. Donc, je suis revenu pour un peu tenter de mettre ma plume dans ce que j'ai vu comme démarrage de souveraineté dans mon pays et dans les 3 pays. Mettre ma plume et voir si elle peut servir à appuyer ce que nos autorités sont en train de vouloir faire, surtout sur le plan économique et principalement agroalimentaire, pour aller dire que c'est possible qu'on puisse nous nourrir nous-mêmes, que c'est possible que par ces actions d'investissement par notre secteur privé, nos jeunes vont avoir du travail de façon durable, s'enrichir par notre écosystème et bloquer complètement les départs massifs vers l'Occident qui ne sont que des trous de deuil. Donc, je vous remercie de m'avoir invité. Et voilà. Donc, c'était pour pouvoir coller, quoi. concilier, voilà. Bon, okay. Dit tantôt, je suis consultant international et je suis dans l'agro-business. J'évolue surtout dans les pays européens et en Asie. Et surtout de façon centrale avec le secteur privé. Bon, et récemment, nous sommes en discussion avec aussi certaines chambres de commerce et certains bureaux de patronat des pays africains, du nord au sud, pour voir ce qu'on peut engranger ensemble, ce qu'on peut avoir comme poste de collaboration utile. Et voilà, donc, effectivement, il faut un PPA, c'est vrai, en a partie kura, à créer la, nia, sans créer doni, avec moi, jamais étonné, n'a fora nebe, parti qu'on a ouvert nebe politique là, à moi, jamais étonné. Parce que c'est quand même après 70 ans, que tu décides de venir être un acteur politique réel dans ton pays. C'est un peu étonnant. Mais bon, on parle de cause causale. Il y a jamais de paix sans cause. Dans ma tête, je suis très indépendant. Je suis panafricaniste. Et dans ma mission de consultant, je crois avoir fait au moins 150 ou, si je me trompe pas, 152 dossiers dans des formulations stratégiques de projets, de grands projets, dans des études de factibilité, de faisabilité, et qui concernent plusieurs pays africains, les dossiers de la Banque mondiale, l'Union européenne, financés par la Banque islamique souvent, la Banque africaine de développement, la BOAD souvent. Donc je suis un peu au courant de ce qui se passe en Afrique, sur le plan économie et sur le plan développement. Et j'avoue, pendant tout ce temps que j'ai fait le métier de consultant, j'ai des douleurs
au fond de moi-même par rapport à tout ce qui se passe en Afrique. Parce que je connais le potentiel qu'il y a dans nos pays, chez moi. Et je sais qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui pourrait être possible dans le cadre du développement de la croissance économique. Et pourtant, nous sommes en train de reculer. Donc, ça fait mal. Ça fait mal à tout Africain, de bonne foi. Et je suis resté comme vous, comme n'importe qui, choqué. Et récemment, avec 2020, j'ai senti, comme tout le monde, une certaine révolution d'esprit en Afrique et qui démarre chez moi. Et j'ai un ami qui m'a dit, Willy Mers, un ami européen qui m'a dit, ah, Bokoum, l'Afrique se réveille au Mali. Ah, j'ai dit, ouais, mais Willy, si j'étais prêt, j'allais te signer un petit chèque. Parce que c'est une façon de me congratuler, de congratuler mon pays. Et ça, c'est vrai. L'Afrique est en train de se réveiller au Mali. L'Afrique se réveille au Mali. Au Mali. Et je n'entre pas dans les détails. Quand on dit que des jeunes militaires sont venus au pouvoir, je parle pas du coup d'État ou du coup de je sais pas quoi, sont venus au pouvoir et qui disent à la MINUSMA dehors, à la France par son armée dehors, c'est-à-dire c'est complètement incroyable, impensable. Personne n'a jamais pensé que un pays francophone allait en 2020, 2021, 2022 dire à la MINUSMA dehors parce que on voit ce que vous faites, ça va pas du tout. On vous a appelé pour nous aider dans la sécurité, vous êtes en train de faire ce que vous voulez. L'insécurité se développe chez nous. L'armée française dehors et casser toutes les relations qui avaient été malheureusement mal signées et par nos anciens dirigeants et tout ça. Je dis, mais c'est incroyable, quoi. Je ne peux même pas te dire comment j'apprécie ça. Vous comprenez? Alors, je te dis, je suis un consultant, je suis un économiste, un agroéconomiste, et je connais le potentiel des écosystèmes africains, sahéliens et maliens. On en viendra, certainement. Et j'ai dit, bon, peut-être, et c'est peut-être le moment d'essayer d'accompagner mon pays et surtout le Sahel dans ce que je crois savoir faire avant que je ne m'éteigne, parce que quand il y a plus de 70 ans, mais il n'est jamais trop tard de bien faire. Alors, j'ai senti donc une forme de révolution d'esprit. Les Maliens sont en train de se sont réveillés. Les Africains sont en train de se réveiller par ce réveil, cette cloche-là au Mali. Alors, je dis que c'est peut-être le moment de venir accompagner, vraiment accompagner. Comme j'ai dit, à mon âge, je ne viens pas chercher du pognon, parce que ça, c'est derrière moi, Dieu merci. Je viens pas chercher un poste politique ou quoi que ce soit. Si je dois chercher un poste politique, c'est peut-être le plus grand poste. Et je viens juste pour accompagner cet élan de souveraineté que j'ai vu et que tout le monde a vu. Souveraineté alimentaire. Non, souveraineté, point. La souveraineté, parce qu'on est en train de dire non, maintenant on sera nous-mêmes. On va prendre nos décisions nous-mêmes par rapport à notre sécurité d'abord, et tout le reste. Et moi j'ai dit, bon, si les militaires sont en train de se battre pour la souveraineté sécuritaire du Mali, je viens aussi entrer dans cette bataille-là pour la souveraineté alimentaire. Parce que c'est mon dada, c'est mon boulot, c'est tout ce que j'ai connu dans ma vie académique et dans ma vie professionnelle et tout. Et je connais le potentiel qu'il y a ici pour le faire. Donc, dans cet élan, j'ai dit, OK, je viens dans la souveraineté politique, là, et sécuritaire. Je viens pour accompagner, donner mes idées pour la souveraineté alimentaire. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut parler de souveraineté sans parler de souveraineté alimentaire? Y a-t-il... Oui, bon, vous avez MPPA, le Mouvement patriotique des peuples d'Afrique qu'on a créé il y a un an et quelques mois. Son slogan, c'est Dambe Blon Aniwasa. Dambe Blon Aniwasa. Dambe Blon Aniwasa, c'est une question de dignité et de satisfaction. Alors, quand il n'a pas à manger, il n'y a pas tout ça. Et
quand tu as à manger même par l'action des autres, ou c'est une autre main qui te nourrit, il n'y a pas tout ça. Donc on a dit Dambeblo Niwassa, notre parti, c'est pour aider les Maliens et les Africains globalement à entrer dans la souveraineté alimentaire et être dignes d'abord par ça. Et si j'entre dans les chiffres d'importation agroalimentaire, vous allez éteindre tout de suite votre radio. C'est incroyable, impensable, inacceptable. On viendra. Voilà. Donc maintenant, ces partis, ces mouvements, MPPA, quelle est votre vision pour le développement économique et le développement agricole au Mali, notamment, surtout le développement agricole? Quelle est votre vision pour le développement agricole au Mali? Merci bien. La vision du MPPA dans le cadre du développement agricole, développement de l'agriculture malienne et africaine, c'est de réveiller un programme que nous avions initié, pas en tant que parti, parce que le parti vient d'être créé, mais en tant que ONG, on avait créé le groupe Pivot Emploi. Groupe Pivot Emploi Sahel. Et en son temps, on avait même dit, quand le co-développement était en train de se construire au niveau européen, principalement français, j'avais eu l'occasion de discuter avec Jean-François Tardiveau, qui était conseiller diplomatique du chef d'État français en son temps, pour lui dire non, je suis désolé, le co-développement que vous êtes en train de proposer aux Africains ne fonctionnera pas. Parce qu'il ne tient pas compte de certains éléments factuels de sa faisabilité positive. Et effectivement, le co-développement, on ne le sent même pas. Tant il paraît qu'ils ont financé plein de choses ici, là, dans plusieurs pays, mais ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais empêché nos enfants et nos petits-enfants d'aller dans les déserts et les océans et s'éteindre là-bas. Et malheureusement, tous les deuils récurrents qu'on subit, tout ça. Alors, on avait proposé un schéma d'investissement qu'on appelle Shindel. Shindel, c'est le schéma de développement local. Shindel, schéma d'investissement et de développement local pour l'emploi. Alors, nous avons voulu que Shindel soit un instrument de valeur pour faire la promotion des investissements privés agricoles et dans l'action des ouvrages au niveau agricole, c'est la jeunesse. Et c'est elle qui est en train de s'en aller de façon massive. On connaît un peu le niveau des importations agroalimentaires qui sont extraordinaires, en milliers de milliards chaque année, donc des sorties de devises de façon inacceptable. Et pourtant, nous avons le meilleur pays au monde. Si tu veux, ce que je suis en train de dire, jette-le sur tous les réseaux de la planète. Le Mali, c'est le meilleur pays au monde pour s'autosuffire sur le plan alimentaire. Meilleur pays au monde pour s'autosuffire sur le plan alimentaire. C'est le meilleur pays au monde, je te dis. Pas en Afrique, au monde. Revenons en Afrique. Il n'y a aucun pays d'Afrique qui a 2 grands fleuves, ni Mali. 2 grands fleuves. Un qui court depuis la Guinée jusqu'à la frontière vers le Niger. Et un autre qui prend encore, qui tourne dans la région de Caille, qui entre juste vers là, non loin d'ici. Et qui, à droite et à gauche, il y a des espaces agrocultivables extraordinaires. Extraordinaires. Tu connais un peu étant de la région de Mopti, en allant depuis Ségou, Sikasso, Mopti, jusqu'à Tombouctou, Gao, tout ça. Tout ça, c'est des terres agricultivables extraordinaires. Et le fleuve Niger parcourt tout ça toute l'année. Et l'agroculture même malienne, elle est vraiment malienne. Parce que nous sommes des agriculteurs. Nous faisons l'agriculture végétale, nous faisons l'élevage. Donc notre agroculture est là de façon ancestrale, c'est nous-mêmes. Et le potentiel de l'écosystème est là. Mais
Et on est toujours là en train d'importer du riz. Malheureusement, l'Office du Niger est là et d'autres offices sont là. On est en train d'importer du riz. On est en train d'importer du blé massivement pour la farine, pour les usines et tout ça. Ce n'est pas normal du tout. Du tout. On ne doit plus importer du blé au Mali. On ne doit pas importer du riz au Mali. C'est inacceptable complètement. On ne doit pas importer du riz, du blé, du sucre, de l'huile alimentaire. On ne doit pas importer ça normalement. Mais malheureusement, je n'aime pas trop critiquer. Mais le basique n'est pas bon parce que quand vous voyez les politiques sectorielles au Mali, c'est pas seulement le Mali, dans plusieurs pays africains, les politiques sectorielles sont là bien écrites par de gros experts, par des sommetiers et tout, mais qui sont complètement inachevés. Parce que, prenons la politique agricole du Mali, qu'on appelle la PDA, politique de développement agricole. Mieux écrite que celle-là, il y en a pas en Afrique. J'ai lu les politiques des autres pays, mais la PDA du Mali est formidable comme écriture. Mais elle s'arrête sur la table. Donc Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'orientation stratégique qui fait continuer les intentions qui sont là-dedans. Et tant qu'une politique sectorielle n'a pas d'orientation stratégique, elle devient un bouquin à poser devant nous. Ce n'est pas exploitable. C'est comme les programmes de la CEDEAO. CEDEAO a fait le PENIA, je sais pas si vous êtes un peu au courant, ils ont descendu au niveau des pays de la CEDEAO, les 15 ou 16 pays, je sais pas trop, en PENISA, et pour faire l'investissement dans l'agriculture, mais c'est complètement inachevé. Donc tu ne verras aucun privé dehors qui va dire, j'ai lu le PENISA ou la politique agricole du Mali, je dois entrer dans ça parce qu'il y a du pognon à gagner. Je vais vendre même ma maison pour faire de l'oignon, par exemple. Tu ne verras rien dans la PDA. Parce qu'il n'y a pas d'orientation stratégique. C'est en 2007 ou 2008, je ne sais pas, j'étais avec le ministre Touré dans son bureau avec mes collègues italiens. On a critiqué la politique de l'élevage. On a dit non, faites tout pour avoir une orientation stratégique dans l'élevage. Et je pense, heureusement, 7-8 mois après, je pense qu'ils sont allés vers ça. Mais de toutes les façons, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est les politiques qui ne sont pas achevées. Et si elles ne sont pas achevées, les privés n'y entreront jamais. Donc, on restera toujours dans l'agriculture traditionnelle qu'on a trouvée avec nos ancêtres. Les gens se débrouillent à labourer dans leur petits champs et tout ça pour avoir de quoi se nourrir. Mais l'agriculture, c'est pour booster l'économie, c'est pour booster la croissance, c'est pour le développement économique, social, humain et tout. Et tout est au Mali pour le faire, mais malheureusement, voilà. Donc, quand on parle d'agriculture, on sait que aujourd'hui l'agriculture absorbe beaucoup au niveau du chômage. Maintenant, quelle est la vision de votre parti? Qu'est-ce que votre parti envisage pour relever les défis liés au chômage, notamment des jeunes? Oui, c'est-à-dire que dans le cadre du programme Sindel, notre ONG a initié et qui a été porté par le gouvernement Shogel et qui a été lancé à Caille par 3 ministres, celui de l'élevage, de la femme et de la formation professionnelle et de l'emploi, et où on a dit que le programme Sindel pourrait, s'il est mis en œuvre correctement, sans bicéphalisme, bien sûr, il peut faire la promotion de 5 millions d'emplois de la jeunesse rurale au Mali. 5 millions d'auto-emploi, pas d'emploi, mais d'auto-emploi de la jeunesse. 5 millions d'auto-emploi de la jeunesse malienne. En milieu rural, c'est sûr et certain. Donc ça veut dire que pour combien d'années? Départ zéro. Non, je vous dis, c'est un programme. Si on dit qu'on peut prendre 5 millions de gens, faites un programme de 5 ans par exemple. Quand un chef d'État dit aujourd'hui, bon, je vais faire l'emploi, je lui dis, prends Sindel. Je vais faire l'emploi, l'auto-emploi, prends Sindel. Et je serai ton assistant et on mettra 5 millions de jeunes ruraux du Mali au travail. Et 5 millions de jeunes au travail, c'est qu'ils produisent, même si chacun ne produit que la dimension de son espace le plus restreint possible, c'est une masse de production extraordinaire, un produit alimentaire. Donc vendable avec donc c'est des productions de richesse.
Et donc, ça veut dire que ces jeunes-là, ils vont plus rêver de partir chercher du travail ailleurs. Parce que 99% de nos jeunes qui vont en Europe, c'est dans les fermes européennes qu'ils vont travailler. Je suis là-bas, je sais ce que je dis. Alors, s'ils peuvent trouver leur compte ici, ils n'iront nulle part. Donc, notre parti est en train de dire, OK, la proposition de l'ONG Groupe Pivot Emploi par rapport à l'emploi des jeunes, nous allons prendre ça, en plus de notre programme de sécurité alimentaire. Et c'est ça la mission du MPPA, pas deux, pas trois. Les partis en général sont créés pour chercher le pouvoir. Ça, c'est une théorie transversale. Alors, vraiment, on n'a pas créé le MPPA pour aller à Koulouba. Hein. On a créé le MPPA pour montrer à celui qui est à Koulouba ou qui sera à Koulouba, voici une approche stratégique par laquelle tu pourras nourrir à suffisance ta population par le secteur privé agricole, et voici comment tes jeunes ne vont plus aller ailleurs. Au contraire, c'est les jeunes des autres pays africains qui vont venir chercher du travail chez toi. Donc, tu vas faire de ton pays, le Mali, une nouvelle Europe. Parce que l'Europe, c'est la destination des jeunes africains qui s'en vont. On n'est pas venu pour chercher le pouvoir. On est venu pour dire à celui qui est ou qui sera au pouvoir, voici une approche stratégique qui peut aider notre pays à s'autosuffire sur le plan alimentaire et de façon concrète. Je peux le dire même devant le président de la République. Et voici comment nos jeunes peuvent avoir du travail de façon durable et produire des richesses renouvelables pour rester dignes chez nous-mêmes et améliorer leur état de vie. Voilà. C'est ça la mission du MPPA. Ce n'est pas une mission. J'ai vu des programmes, des projets de société de tel et tel candidat, je ne cite personne. J'ai vu des gens qui ont dit, si je suis élu, je vais faire 100 000 emplois, je vais faire 300 000 emplois et tout, mais ils sont pas élus. C'est un autre qui a eu la chance d'être là à Koulouba, mais leur programme, ils les laissent complètement parce qu'ils sont pas venus à Koulouba. Pourquoi? Mais si tu n'es pas à Koulouba, tu n'es pas malien, ton cerveau n'est plus un cerveau utilisable pour le Mali. Au contraire, si moi je dis aujourd'hui, je suis candidat, alors si je passe malien, je vous dis, je vais faire 5 millions d'emplois en 5 ans. Je ne passe pas, c'est vous qui passez. Je vais tout faire pour vous approcher, pour dire, bon, j'avais fait tel mensonge pour dire que je vais faire 5 millions d'emplois. Je vous prie, Monsieur le Président, tenez, voici mon livre. Lisez-le, faites-le lire à vos experts, et je reste disponible, sans me donner quelque poste que ce soit à côté de vous, pour faire l'assistant technique jusqu'à monter le rail. Comment est-ce que ce que j'ai dit peut être fait par vous? C'est pas pour vous que vous le ferez, c'est pour les Maliens. Alors, c'est pas parce que je ne suis pas élu que je vais laisser mes promesses de 300 000 emplois ou de 50 usines ou de ceci ou cela. Donc, le MPPA est créé pour appuyer des stratégies, promouvoir des stratégies de souveraineté alimentaire du Mali par le secteur privé. On veut faire de nouveaux riches par l'agriculture, de nouveaux milliardaires par l'agriculture et l'élevage et la pisciculture, et l'exploitation forestière s'il y en a encore. Et on veut par ça que les jeunes aussi trouvent leur compte et que d'ici 10 ans, qu'un jeune malien ne se lève pour aller nulle part. Et que on dise, ah, c'est les Ivoiriens qui sont venus chercher du travail ici, c'est bizarre. C'est les Sénégalais qui viennent, c'est des Togolais, des gens qui ont quitté l'Afrique du Sud pour venir chercher du travail dans le Mandé, mais c'est bizarre. Mais c'est pas bizarre. Là où le soleil se lève, c'est là-bas la brillance. Et le Mali est un pays de brillance potentielle. Si les Maliens sont d'accord. Voilà. Vous êtes l'initiateur du programme Chindel Emploi au Sahel. Pouvez-vous nous expliquer les résultats obtenus jusqu'à présent du programme? Bon, Chindel, je pense Chindel a été piétiné. Il y a 3 ministres de la transition sous Choguel qui ont lancé Chindel à Kay. Ça fait une effervescence extraordinaire. Nord-Sud, il y a toute la diaspora qui s'est levée. Moi, j'ai reçu plus de 500 appels en une semaine. Et quand on est revenu à Bamako après le lancement de Chindel, où on a mis qui dit que la région de Kay, il y aura 500 000 emplois. On vous donne maximum 3 ans. Et au Mali, on fera 5 millions d'emplois. Alors, j'ai senti, moi je suis retourné à Genève, mais j'ai senti un tiraillement entre les ministres, entre des ministres. Et au finish, on m'a invité à rencontrer ces ministres-là qui étaient à Kay avec le ministre des Finances, de l'économie et des Finances. Je pense qu'ils vont m'entendre et vous le confirmer. Et il a été question de promouvoir un test de Chindel à Kay même,
pour pouvoir faire démarrer le programme. Et le ministre de l'économie et des finances nous a dit, bon, prenez à peu près 100 villages. Et quand on est allé à Caille, on a trouvé qu'il y a 7 cercles. On a dit, moi, restons équitables. Prenons 10 villages par cercle. Donc, 70 villages. On a fait une légère formulation stratégique là-dessus. On est venu le déposer au niveau du ministère de l'élevage, qu'il a transporté au niveau du ministère de l'économie. Mais depuis, silence radio. Alors, je vais pas me lever pour aller dire à un ministre, ce qu'on a dit du test de Schindel, c'est comment, c'est quoi? J'ai envoyé quelques textos sans réponse et j'ai dit, bon, peut-être que Schindel n'intéresse pas ce gouvernement-là. Alors, ce qu'on est en train de faire de façon sporadique, c'est avec certains privés. On est entré dans certaines filières avec certains privés. On est au niveau de certains cercles du Mali où on est en train de donner de la documentation et de la sensibilisation pour que les gens comprennent qu'il y a des enjeux là-dedans. Et ça, c'est depuis à peu près 10 mois. Et récemment, je suis rentré, j'ai discuté avec les gens à Mopti, à Yanfolila, à Kenyeba, à Kita, à Ségou aussi. Et nous sommes en train de vouloir promouvoir au moins des noyaux de Schindel pour démarrer le minimum possible. Et voilà, on est à ce niveau. Mais quand des ministres mettent leur pied sur un dossier dans un pays africain, ça veut dire que ça ne bougera pas. Alors, mais nous sommes des privés. On essaiera de faire bouger Schindel comme on pourra, où on pourra et avec qui. Voilà. Docteur, vous êtes membre du groupe PEG, qui a des ramifications en Europe, en Asie. Quel est l'objectif de ce groupe? Comment contribue-t-il au développement du secteur agroalimentaire en Afrique, notamment? Merci. PEG, c'est PEG. C'est un groupe, qui est à Genève, en Suisse. Et comme vous avez dit, en Europe, leur mission primaire et basique, c'est la construction des usines de ciment à travers le monde. Mais que ce soit une usine de ciment ou une usine de quoi que ce soit, c'est de l'économie. C'est des questions de marché, des questions de recettes et des questions de résultats d'exploitation. Donc, moi, PEG Group m'a rencontré j'ai donné une conférence sur les rapports Nord-Sud. Je crois que c'était à Copenhague. Donc, les gens de PEG m'ont, comme on dit, découvert là-bas, entre guillemets. Et on a eu des discussions et depuis, on a eu de bonnes discussions et voilà, je suis donc agent PEG Group et je m'occupe du développement du marché. Alors, eux, ils sont en train maintenant de faire une variante dans l'agrobusiness par mes conseils. Je leur ai montré que au-delà des industries cimentières et autres, il y a, surtout pour l'Afrique, c'est l'agroalimentaire. Et ils sont d'accord. J'ai fait une documentation qu'ils ont analysée. Ils sont complètement d'accord. Ils sont en train donc de s'instruire entre eux là-bas pour s'organiser comment entrer dans des appuis dans l'agrobusiness en Afrique. Bon, je sais pas par quel pays ils vont commencer. Je souhaiterais que ce soit par mon pays. Mais en tout cas, PEG Group est prêt à entrer dans l'agrobusiness à partir de 2025, cette année. Et je pense que bon, comme nous sommes experts maison à ce niveau-là, je pense qu'on pourra faire profiter notre pays, Inch'Allah. Et c'est une société de droit suisse. Et je sais que la Suisse, c'est l'ami de tout le monde. Et surtout nous, les Maliens. Et je vais en tout cas tout faire pour que PEG Group regarde mon pays avant et plus que tous les autres. Voilà. Pouvez-vous nous parler un peu du consortium d'AFES? DAFIS, oui. DAFIS, c'est en Italie. Oui. Quel est son rôle aussi dans le développement de DAFIS, c'est un bureau d'études et de recherche appliquée, recherche-développement, qui est dirigé par le professeur Alessandro Arioli, un professeur à l'université d'Italie à Turin. Et DAFIS, il est chargé de la qualité agroalimentaire de toute l'Italie.
Et l'Italie, c'est le premier, je pense, si je me trompe pas, le premier pays agricole au monde, sur le plan production, qualité, tout ça. Et donc, eux et nous avons discuté sur les éléments Schindler pour le secteur privé. Parce que nous, on a voulu que le secteur privé entre dans l'agriculture. Et une agriculture de marché. Quand vous parlez avec les privés de l'agriculture, c'est pour produire et vendre. C'est pas pour cuisiner et manger. Donc, une agriculture de marché. Donc, on veut que DAFIS soit avec nous dans ce programme Schindler secteur privé au Mali et au Sahel. Pour nous aider dans les questions de conformité, de traçabilité de produits, de labels produits, de labels géographiques. Nous aider dans l'obtention des marchés internationaux. Comment respecter ces marchés, comment y avoir accès. Nous aider aussi comment trouver le financement pour les privés qui vont entrer dans Schindler secteur privé agroalimentaire. Et Alessandro, même avant-hier, on a eu des discussions très positives. Et j'ai peut-être de la chance. Et il me dit, j'aime bien ton pays. Alors, si vous faites les programmes et que les privés sont d'accord d'entrer dans l'agrobusiness, fais-moi un clin d'œil, je viendrai à vous. Donc, DAFI, c'est ça. Une très bonne nouvelle. Ouais. L'Italie, vous avez parlé de l'Italie comme étant la première nation agricole où, je sais pas comment vous avez expliqué, l'Italie étant le premier pays agricole du monde. Quel enseignement peut-on tirer de son modèle pour améliorer l'agriculture malienne, l'agriculture africaine en général? Il s'agit de quoi? Si aujourd'hui monsieur le ministre de l'Agriculture du Mali, et je ne parlerai jamais aujourd'hui du Mali sans parler des deux autres pays, Burkina et Niger. Donc pour moi, c'est le même pays. Sur le plan économique, écosystème, peuple et tout ça, et politique. Si les ministres de l'AS se concertent et font une correspondance au ministre de l'Agriculture de l'Italie pour dire, nous sommes en train de vouloir faire la promotion de l'agriculture commerciale avec notre secteur privé et que nous avons identifié telle et telle et telle filière. Donc, quand on parle aujourd'hui de la filière viande pour les pays du Golfe, la viande halal, on parle de la filière sésame où le marché attendu est près de 30 millions de tonnes pour l'année 2025. Et heureusement, on a une interprétation bétail viande ici, on a une interprétation sésame. Et si ces ministres arrivent à écrire au ministre de l'Agriculture de l'Italie, nous, on fera l'enzyme pour que le professeur Alessandro fasse ce qu'il pourra faire. Et c'est très possible que l'Italie, qui est un pays ami au Mali et au Sahel, accompagne des stratégies comme ça. Et que ça soit quelque chose d'extraordinaire. Et Alessandro, tenez-vous bien, il est en relation directe avec les fonds asiatiques. Il est capable d'aider donc nos trois pays aujourd'hui dans des filières bien précises, avec des acteurs visibles, secteur privé, sahélien, à avoir des fonds, créer même une banque d'investissement dédiée à ces filières-là, et puis faire développer les activités. Et dans ça, les gens vont comprendre qu'au-delà du commerce import-export de tel ou tel produit, on peut s'enrichir avec l'agriculture. Certains vont fermer leur boutique pour aller au champ. Parce qu'une agriculture de marché, c'est comme une boutique. On fera de l'agriculture contractuelle, où on dit que si beaucoup m'a dit que les Asiatiques ont besoin de 30 millions de tonnes pour l'année 2025, et il y a des acteurs ici au Mali. Alors comment? En ce temps, l'interprofession sésame, par exemple, sur l'air, sous le contrôle certainement des ministres sectoriels de commerce, de l'agriculture et autres, certainement des finances, et pour faire acter un programme et des contrats de filière avec ces acheteurs-là, et mettre les gens au travail. En ce temps,
on va certainement en ce temps réveiller le forum de Ségou qui a eu lieu il y a 1 an et demi, je crois, où les conseils régionaux de tout le pays étaient là et les présidents des conseils régionaux ont dit qu'ils ont des dizaines, des centaines de milliers de terres pour le secteur privé, pour les investisseurs, s'ils sont intéressés. Donc, en ce temps, les privés entrent, l'État vient avec son cachet pour accompagner politiquement tout ça. Et puis, des contrats sont signés, nord, sud, je m'excuse. Et puis, l'interprofessionnel est là pour manager la faisabilité de tout ça. Et puis, voilà, on produit du sésame, ils viennent prendre leur sésame ici même, ils s'en vont pour 1 an, 2 ans. Et la 3e année, on les avise très tôt pour, attention, l'année prochaine et après, on ne va plus exporter des graines de sésame, mais on est en train maintenant de vouloir construire une usine de production d'huile de sésame. Alors, vous êtes nos partenaires commerciaux en graines de sésame. Alors, on vous avise, vous, avant qui que ce soit. Donc, venez qu'on fasse de l'investissement ici ensemble, en joint venture, pour créer des usines de transformation. Donc, la 3e année va voir que nous produisons pour transformer sur place. Donc, ils viennent prendre l'huile. Et en ce temps, les gens voient que concrètement, on produit du sésame, on le transforme, quelqu'un vient l'acheter. On pousse les exploitations. On fait le développement, espace de production. Et puis, c'est parti. Et dans ça, il y a le facteur emploi. C'est la jeunesse qui travaille. Comprenez? Il y a le facteur communication, formation, transfert de savoir-faire, communication avec des spécialistes à travers le monde pour faire des centres de référence de production de sésame ou de transformation, que ce soit sésame ou un autre produit. Et voilà. Et en ce temps, c'est des productions de richesses renouvelables pour beaucoup de gens dans toutes les régions du Mali, parce que le sésame, tu peux le faire même sur ton toit, qui est un minimum de terre, et c'est parti. Et il y a d'autres filières comme la mangue et autres où on peut organiser un développement économique extraordinaire avec les interprofessions du Mali. Et il y en a plus d'une dizaine aujourd'hui. Et nous avons tout pour le faire. Mais il faut le faire avec un accompagnement, un soutien politique. Comme je me rappelle quand on faisait le programme de mise à niveau du Portugal et de la Tunisie, c'est Ben Ali lui-même qui nous a reçus dans son jardin pour nous dire, ce programme, c'est moi le directeur. Donc, faites tout pour qu'il fonctionne. Allez voir le programme de mise à niveau au Sénégal. Et au Sénégal, ça a été la copie je dis Sénégal, de la Tunisie. Le Sénégal a voulu en faire de même. Ils nous ont invités. On a pu faire ce qu'on a vu. Au Mali, on nous a fait venir ici pour former des gens dans ce cadre, mais je n'ai pas senti qu'il y a eu un développement là-dedans. Mais bon, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un accompagnement politique sérieux et solide pour que l'économie puisse se développer à travers nos ressources à nous-mêmes. Et nous avons tout pour le faire. Et j'ai pris que, un jour ou l'autre, que nos autorités comprennent que nous avons le meilleur pays au monde pour nous autosuffire, nous enrichir et que nos enfants restent chez nous ici. Voilà. Enfin, parlant de sésame aujourd'hui, d'autres, maintenant, comment vous pouvez justifier ou analyser le problème entre les agriculteurs maliens et les usines, notamment le cas aujourd'hui de l'usine de Sebou Keita qui a un peu de problème avec les agriculteurs, etc., etc. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Est-ce que c'est une mauvaise politique ou si c'est par rapport à la production qui est un peu pas suffisante? Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Bon, je n'aime pas trop parler de quelqu'un de façon précise, mais comme tu as dit le nom de Sebou Keita, je le salue. S'il voit l'image ou s'il entend ma voix, je le salue, je le félicite. Parce que je connais tellement de milliardaires qui sont restés avec leurs milliards en dehors du pays, qui ne connaissent même plus la couleur du taux ou du couscous. Et je le félicite pour être revenu avec ses fonds propres à lui. Et faire un investissement chez nous ici et dans un secteur extrêmement sensible et stratégique, la production de l'huile alimentaire. Je pense que les chiffres depuis 20 ans, on me disait que le Mali importait 30 ou 35 milliards de francs CFA en huile alimentaire. Aujourd'hui, peut-être c'est le double. J'ai le dossier pour tous les pays de la CEDEAO depuis 2003.
Donc, je dis, je ne critique pas. Je pense que c'est mal parti. L'unité industrielle de Seydou, je félicite, mais c'est mal parti. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas venir dire que tu vas faire une usine, parce que tu as du pognon, tu vas faire une usine pour produire de l'huile et sans tourner où tu vas sortir la matière première où? Aujourd'hui, la FENAFAB, la Fédération nationale des producteurs d'huile et aliments bétail du Mali, il y a 95 ou 96 unités industrielles qui ont un besoin nominal en matière première de 5 millions de tonnes, d'après la direction de l'industrie, mais qui ne reçoivent même pas 400 000. Donc, ils ne reçoivent même pas 1/5 de leurs besoins nominaux. Alors, fallait quand même que essayer de tourner un peu pour se renseigner auprès de ces professionnels pour dire, bon, moi, je viens faire mon usine, mais bon, vous avez quel problème, est-ce que matière première du Soroa, est-ce qu'on, vous comprenez? Et si il voit effectivement qu'il n'y a pas de matière première pour son unité, il bloque ses sous. En ce temps, il vient vers nous, ou c'est moi, ou c'est vous, ou c'est un autre expert qui va lui dire, bon, voici des guidelines utiles pour produire très rapidement, d'ici un an, tes besoins nominaux en matière première, et puis on fait quelque chose, un partenariat entre toi et les producteurs, ou alors on trouve des terres et des investisseurs qui vont t'accompagner pour produire la matière première avec toi et puis alimenter ton usine. Bon, j'ai dit donc c'est un peu mal parti, et je suis désolé que quand même les grands experts des ministères n'aient pas pu lui dire, attends d'abord qu'on voit ceci ou cela. Je suis désolé. On ne devait pas laisser sur lui mettre un euro, excusez-moi, 1 franc CFA dans la construction d'une usine d'huile alimentaire sans lui dire que, attends, on va voir comment tu vas trouver ta matière première. Et c'est une grosse usine et ce n'est pas un petit moulin. Donc, je suis désolé qu'il n'ait pas eu des conseils comme ça au niveau des ministères sectoriels concernés par son boulot. Donc, mais je l'encourage en tout cas à réfléchir à cette solution parce que l'usine est déjà là. C'est une usine pour les Maliens. C'est pas pour Seydou, c'est pour les Maliens. Donc, que chacun réfléchisse. S'il avait une boîte comme ça, moi, j'allais faire une note envoyée dans la boîte sans mettre mon nom pour dire que bon, je pense que voilà. Peut-être d'autres aussi vont le faire. Voilà. Bon, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la CEDEAO. C'est une actualité politique qui est là. Est-ce que vous pensez que en quittant la CEDEAO, ça peut jouer, je veux dire, dans l'agroéconomie sur le Mali? On va pas quitter la CEDEAO, on l'a quitté. Et quelqu'un m'avait interviewé un moment, ça fait 2-3 mois, je sais pas trop. J'ai dit oui, on a quitté la CEDEAO, ça va faire des plaies. Ça, c'est clair et net. Des plaies chez nous, mais des plaies aussi dans les autres pays de la CEDEAO. Le Mali, le Burkina, le Niger, c'est ce que j'appelle le Sahel central. Mais c'est extraordinaire comme tampon et écosystème dans la CEDEAO. C'est extraordinaire. Et c'est quoi? C'est peut-être, je sais pas, près de 100 millions d'âmes qui quittent la CEDEAO. Donc, il y aura des plaies, je l'ai dit, mais des plaies partout. Nous, on en aura, c'est ennemi, c'est difficile, il faut serrer encore la ceinture, je sais pas comment les Maliens ils vont faire, parce qu'on est très fort. Et je sais que c'est très difficile, ça va être difficile tous les jours jusqu'à ce qu'on trouve vraiment les guidelines nécessaires pour oublier complètement la CEDEAO, mais c'est déjà fait. Et ce qui est bien, dans les questions agricoles, le Mali n'a jamais dépendu de quelques documents que ce soit ou de quelques ressources financières que ce soit de la CEDEAO. Ça, je vous dis. La CEDEAO va faire son plan PNA et puis le PNISA qui est venu ici, c'est des bribes, c'est rien du tout, ça ne développe aucun pays, ça ne peut même pas développer le secteur de Kangaba. Ce que la CEDEAO fait ici sur le plan agricole. Donc, il n'y aura pas d'impact négatif sur l'agriculture du Mali. Non. Pas du tout. Parce qu'on parle souvent de l'élevage, le bétail malien, le bétail nigérien. Oui. Généralement vendu dans l'espèce CEDEAO. Oui. Aujourd'hui, même avec l'insécurité qui est là, il y a beaucoup, des éleveurs nomades qui partent vers la Guinée, vers la Côte d'Ivoire, et tout. Donc, vous ne pensez pas que ça peut jouer négativement sur notamment l'élevage malien? Mais j'ai dit que ça va faire des plaies partout, et ici et ailleurs. Je l'ai dit. Maintenant, donner des détails sectoriels et des détails filières, ça c'est autre chose.
c'est des facultés. C'est des tas de facultés pour déballer tout ça. Et c'est pas cet espace. Il se dit que ça va faire des plaies. Ça, c'est sûr. Mais, je vous dis, les trois pays là, c'est eux les pays d'élevage de l'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria, c'est le plus grand fort en termes de potentiel. Mais les Nigérians viennent ici, à Bamako, pour chercher du bétail, pour chercher des contrats avec le ministère de l'élevage pour qu'on exporte la viande chez eux. Pourtant, c'est eux les premiers. Donc, le Mali, le Burkina et le Niger, c'est le berceau principal de la matrice territoriale bétail de la CEDEAO. Et si on met des approches stratégiques formidables dans notre économie matricielle bétail des trois pays, 2016, les Arabes, l'OCI avait invité les pays musulmans à Jeddah pour le business halal. J'y avais été invité et j'ai fait inviter mon pays, le Mali, à travers le ministère du Commerce et la Chambre de commerce. Et ils étaient allés à Jeddah. Ils veulent la viande halal et il n'y a pas plus halal que Mali, Burkina, Niger en termes de viande bovidée. Alors, ces trois pays s'organisent. Il y a un petit balai diplomatique et ça, on est fort dans ça, Dieu merci. Notre ministère des Affaires étrangères est le plus dynamique que j'ai jamais vu, nord-sud, hein. Je le connais pas du tout, monsieur Diop, mais salut. Et qu'on fasse un petit balai diplomatique pour décrocher seulement 1% de la demande de l'OCI en viande. Ça va prendre au minimum 500 000 têtes de bovins à abattre par an pour les trois pays. Donc on fait des abattoirs centraux parce qu'on est tous des pays continentaux. On n'a pas débouché à la mer. On fait un abattoir central ici, un au Burkina et au Niger, un abattoir certifié ISO 22000, certifié halal aussi. On est naturellement halal, mais il faut quand même donner la paperasse. Et puis, discuter même avec le cartel, la viande halal, l'OMC ne peut pas empêcher l'AES d'exporter sa viande, parce que l'OMC, le halal, c'est vraiment une lecture difficile pour l'OMC. Donc, rapport sud-sud, on a un contrat de filière de 500 000 bovins par an. Les abattoirs sont là. Et puis, on fait des trusts. Des trusts de culture fourragère un peu partout pour nourrir ce bétail qu'il faut, l'entretenir. Très bien sur le plan sanitaire et tout. C'est que ça peut apporter, demander le kilo de viande à Jeddah, à Abu Dhabi, à Dubaï, à la Mecque. C'est que ça vaut, hein, 1 kilo de viande de bovin. Alors, ces trois pays peuvent amener des tonnes et des tonnes de devises ici par la viande seulement. J'avais parlé un moment du sésame. Donc, selon vous, maintenant, l'AES peut-il, l'Alliance des États du Sahel, donc peut-elle être une puissance agricole africaine ou ouest-africaine? C'est ce que vous venez de dire. Merci de dire ça. L'AES, si elle veut et elle s'y applique, peut devenir une puissance agricole en Afrique. Un grenier extraordinaire. Un grenier de l'Afrique, l'AES. Oui. Je vous dis. Si vous voyez au Mali, au Burkina, le Niger, le potentiel de foncier agricultivable, vous voyez les cours d'eau, j'ai cité les 2 fleuves. Il y a aussi le Souro au Burkina Faso. Et l'eau souterraine qu'il y a dans ces 3 pays-là, il y en a nulle part au monde. Je le dis en tant que, d'abord ingénieur avant quelques diplômes que ce soit. Ingénieur de génie rural, avant quoi que ce soit. Donc ces 3 pays peuvent devenir une force extraordinaire et une boutique d'approvisionnement agroalimentaire. Et que Dieu le fasse. S'ils se comprennent ensemble et que, regardez, on a fait la PAC en Europe. Si de parler d'Europe, comme j'ai tellement bossé avec eux. La politique agricole commune de l'Union européenne. Il faut que les responsables de l'AES fassent lire ça par leurs conseillers, leurs trucs pour voir. Et le programme agricole commun. Il y a la politique commune et le programme commun. Si aujourd'hui l'AES fait un programme commun de développement de l'agriculture, on prend d'abord, parce que les gens vont dire, il faut qu'on arrête d'importer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, qu'on commence par les produits attendus par les gens qui ont l'argent. Parce qu'on n'a pas assez d'argent aujourd'hui. Ceux qui nous donnaient l'argent en nous détruisant sans qu'on le sache ne nous donnent plus rien.
Vous comprenez? On n'a pas d'argent aujourd'hui, donc on commence par les produits attendus par ceux qui ont l'argent, comme l'Asie. On commence par le sésame, la mangue et la viande. Vous comprenez? Notre gomme, on voit comment bien organiser la filière gomme. Et puis on fait des productions massives de tout ça, des exportations non-stop pour nous enrichir d'abord. On s'enrichit et on attaque maintenant les factures. On attaque maintenant les factures. Et ces trois pays ensemble, je vous dis, ce que j'ai ici par rapport à cet espace-là, c'est extraordinaire. Je peux même pas le déballer. Voilà. Donc, je suis confiant quand je vois cette révolution d'esprit en Afrique et dans mon pays et dans ce patelin-là. Ça sera extraordinaire si les gens se comprennent pour faire des programmes communs de développement agricole. Parce que d'abord l'agriculture, d'abord l'agriculture. Et ensuite l'agriculture et enfin l'agriculture. Voici, aujourd'hui, on vous dit de choisir. Bon, pas choisir. Mais entre l'agriculture et les mines, prenons l'or. Qu'est-ce qui est plus avantageux pour les Maliens? Mais nom de Dieu. Notre pays ne va jamais se développer par les mines. On a des mines, on peut les exploiter comme on le fait actuellement. Ça nous sert. Ça nous donne des devises et tout ça. Mais le résultat c'est que les mines donnent comme résultat financier, c'est trop faible pour 25 millions de personnes. L'agriculture et les mines, c'est pas des grandeurs comparables en termes d'économie. Ce n'est pas de grandeur comparable. Ne compare l'agriculture à rien. À rien. L'agriculture chez nous, c'est plus que tout, ça vient avant tout, ça développe tout. Avec des stratégies propres, avec des orientations visibles et des acteurs sérieux. Parce que sans ces sérieux, quand il y a le bicéphalisme mercantile dans la gestion des biens publics, on ne développe rien. Je suis désolé de le dire, mais c'est réel. La corruption est devenue presque une culture chez nous. Donc si corruption zéro et qu'on se mette à faire une agriculture de marché propre, avec nos interprofessionnels et tout notre secteur privé, mais c'est fini. Peut-être même, on va même oublier nos mines. On va dire, attention, les mines là-bas, allez, il y a quoi là-bas? On n'aura même pas le temps de s'occuper de ça. Parce que l'agriculture est là pour occuper tout l'espace. Et dans la tête et en dehors. Donc, selon vous, est-ce que vous pensez que le Mali ne fait pas, notamment le gouvernement malien, ne fait pas suffisamment pour que l'agriculture se développe, selon vous? Non. Pour moi, j'ai dit, quand la politique agricole n'est pas achevée, on ne peut rien faire de bon. Regardez les financements de la Banque mondiale, les différents programmes depuis le plan Pénor. Daniel Pénor, en 1990. La Banque mondiale s'est organisée pour financer tous les pays africains en même temps sur le plan Pénor qui s'appelle, c'est pas PNV ou quelque chose comme ça. Depuis 90 jusqu'à maintenant, après il y a eu PASAO, PCDA, je sais pas quoi, et récemment des projets d'élevage et des projets agricoles. Mais allez, demandez, c'est combien la Banque mondiale, de 90 à maintenant, la Banque mondiale a mis combien de centaines de milliards, ou des milliers de milliards, je sais pas trop, dans le secteur rural. Mais aujourd'hui, en 2025, le résultat c'est quoi? C'est quoi le résultat? Je ne suis pas là pour critiquer, mais il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de résultat visible pour dire que, vraiment, la Banque mondiale a fait ça et ça a donné 700 milliards ou 800 milliards au Mali pour l'agriculture en 30 ans et voici ce qu'on a fait, mais il n'y en a pas. En tout cas, moi, j'ai pas vu et je n'ai pas entendu dire. Voilà. Donc, il faut qu'on se prenne nous-mêmes vraiment. Et qu'on revienne à dire que, écoutez, maintenant là, notre position actuelle là, allons dans le développement endogène. Si je parle de ça de façon détaillée tout de suite, peut-être à la sortie, quelqu'un va me dire que, on nous a mis les 100 francs là, mais toi aussi tu veux nous mettre dans le, tandis que il faut forcément qu'il y ait une approche stratégique où on dit, je donne un exemple précis. Si aujourd'hui, on veut exporter 500 tonnes de viande au Golfe, alors, on met les gens ensemble, les acteurs de l'élevage ensemble, on leur dit, bon, vraiment, pour faire ça et ça et ça, il faut qu'on ait une cotisation mensuelle de 1000 balles, 1000 francs CFA.
Et au bout de 3 ans, qu'est-ce qu'on va avoir? Et les acteurs de l'élevage, ils sont au nombre de combien? Et qu'on leur fasse comprendre à l'avance, attention, hein. On veut faire ça parce qu'il y aura un résultat, on va vendre de la viande aux Arabes pour avoir tant de milliards. On leur dit ça. Si Dieu est d'accord, on va avoir tant de milliards dans notre viande. Donc, on descend maintenant pour sensibiliser, ainsi de suite, et prendre vraiment 6 mois de sensibilisation par rapport à ça, et que les gens ont de l'appétit de voir ça déjà, et ils y entrent. Pour un acteur de l'élevage donner 1000 francs par mois, ça lui dit quoi? Absolument rien. C'est ça le Work Fund. On a voulu initier le Work Fund si Schindel avait démarré à Caille, et les gens allaient voir que nous, par nous-mêmes, on a voulu mettre une cotisation de 50 francs CFA par téléphone à chaque jeune rural de la région de Caille, dans un compte qui lui appartiendrait. Personne n'y a accès et lui-même il peut pas retirer. Et on dit bon, on court d'ici 18 mois pour voir ce qu'on a. On a un pactole virtuel, qui est, parce que c'est dans le compte de chacun, on l'a pas devant nous, on l'a pas dans un compte bancaire, on a un pactole virtuel, et on tourne, on dit au BIT, le Bureau international du travail. Alors, on a des jeunes de Caille qui ont fait un work fund de cotisation de tant de millions, tant de dizaines de millions, ainsi de, tandis que c'est des jeunes ruraux de rien du tout qui veulent faire un champ de production d'herbe pour vendre aux éleveurs de Caille. Mais le BIT intervient. L'Union européenne intervient, s'ils sont de bonne foi. Comprenez? Donc, si on fait le work fund ici avec les acteurs économiques, si on prend, je reviens à la filière sésame, le président c'est mon pote, c'est mon ami. Si aujourd'hui il va pour dire, et on fait le work fund avec tous les producteurs de sésame au Mali, au Burkina, au Niger, et on fait acter ça et on dit bon, ne donnez rien que 100 francs par jour. 100 francs par jour. Et qu'on les sensibilise au bout de tel mois, de 3 mois, 6 mois, voici potentiellement ce qu'on pourrait avoir. Et après, on prend, voici les résultats. Et on travaille. Donc, il faut qu'on entre dans le développement endogène, qu'on comprenne que nous-mêmes, on peut produire de l'argent par nous-mêmes, mais dans le temps. Et dans la compréhension mutuelle. Il faut que les gens soient saisis de ça, qu'ils comprennent quel enjeu il y a derrière, et s'ils le font, quels résultats potentiels ils attendent, et voilà. Donc c'est ça, on peut le faire. Nous avons des spécificités. Quand on parle du Mali, du Burkina, du Niger, nous sommes confrontés au changement climatique, nous sommes confrontés aux sécheresses, nous sommes confrontés à beaucoup d'autres. Maintenant, face à la désertification, à la sécheresse, au changement climatique, quelle stratégie recommandez-vous pour une agriculture plus résiliente, pour que voilà ces États appelés Sahel puissent s'en sortir? Je t'envoie à Kambouanché, au Burkina Faso, à peu près à 30 minutes de Ouaga. C'est un centre de recherche agronomique qui est là avec des Indiens depuis, vous comprenez? Ils ont des solutions de résilience climatique extraordinaires. Et voir aussi si on peut faire un voyage d'études au Maroc pour voir Maroc vert, comment est-ce qu'ils se sont comportés et avec qui et par quoi. Et puis on applique parce que c'est une question de recherche, de développement. Alors l'AS a la chance que Kambouanché est là, le Burkina Faso a un centre agronomique extraordinaire pour ça et la solution est là-bas. Donc, vous voulez que l'AS d'Israël, aujourd'hui l'Israël qui est un pays désertique, mais en matière d'agriculture qui est vraiment fort, donc vous voulez que ces pays sahéliens, bon, pas pays sahéliens, mais des pays désertiques, comme le Maroc, la Tunisie aujourd'hui, l'Israël, etc., que les États de l'Est s'inspirent de ces États-là. C'est ce que vous voulez dire? Oui. Justement, parce que, regarde, c'est comme j'ai un collègue qui dit, il faut qu'on crée des centres de quoi pour faire nous-mêmes nos avions, nos ceci, cela. J'ai dit, bon, je pense qu'il est monté trop haut que moi je le vois même pas. Et tandis qu'on est dans la question de souveraineté alimentaire, tu parles de construction d'avions ailleurs, qui est trop haut, je te vois pas. Mais, il faut pas réinventer les choses. Si aujourd'hui, je veux faire une activité, je ne sais pas exactement 100% comment le faire de façon technique.
Mais j'apprends que vous avez déjà fait ça et vous l'avez réussi. Mais je ferme mon livre, je ferme mon cahier et puis je crée la relation. Je vais m'emmener vers vous et vous allez accepter, même si je dois payer, accepter de m'enseigner pour me dire parce que je vois votre résultat. Il est bon, c'est ce que je veux faire, je vais atteindre ça. Alors en ce temps, vous m'enseignez et puis je m'instruis, je viens de faire chez moi. C'est de la duplication. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? On s'inspire toujours sur les bons résultats. Toute la planète est posée sur ça. Toute la planète, tout le développement que tu vois, il y a quelqu'un qui a commencé, m'a vu que c'est bien et puis j'ai copié, même si j'ai changé un peu des trucs, je change, mais j'ai copié quand même le Genesis. Voilà. Docteur, est-ce que aujourd'hui le secteur du lait, le secteur laitier, le secteur de la viande ont-ils de l'avenir au Mali? Extrêmement oui. Vous savez, je n'aime pas trop critiquer les questions UMOA, CEDEAO et tout ça, mais c'est des choses très critiquables. Je me rappelle, la CEDEAO a fait un programme sur la viande. Il y a plus de 10 ans, il y a plus de 15 ans de ça. Mais où est-ce que dans un des pays, des 15 pays, on a senti l'effet de ça, de cette décision ici, de ces documents-là? Nulle part. J'ai lu les documents, j'ai vu. L'UMOA, je ne sais pas trop, en 2014 ou quoi, avait fait des assises sur la filière lait à Ouagadougou. J'ai été invité par le CIRAD de Montpellier en tant qu'expert. J'y ai été. Et les chambres d'agriculture de tous les pays de l'UMOA étaient là-bas. On a développé avec les experts du CIRAD et autres comment et tout ça. On a eu des cas précis sur certaines entreprises laitières, surtout du Sénégal, qui ont quand même excellé plus que nous par rapport au lait. On parle de certaines sociétés sénégalaises qui amènent même, qui envoient des produits laitiers ici. Mais ça n'a pas bougé. Quand on dit, au finish, ils ont décidé, ils disent, bon, on va donner 2 milliards de francs CFA à chaque pays pour développer sa filière laitière. Ça veut dire quoi, ça? 2 milliards de francs CFA, ça peut développer la filière laitière de tout le Mali? 2 milliards de francs CFA? C'est bon, juste pour construire des hangars, ouais. Bien pour les hangars. Faire quelques forages. 2 milliards de francs CFA pour développer la filière. Ça veut dire qu'on n'a pas voulu que le lait des pays de l'UMOA se développe. Alors j'ai dit, je n'aime pas critiquer, mais ça c'est super critiquable, c'est même grave. Et au sorti de ces assises là, ce que j'ai dit au bureau à la commission de l'UMOA, c'est enregistré là-bas. J'ai dit que mais vous nous avez amené, c'est vrai, mais moi je parle en tant que Malien maintenant. Ce que vous proposez à mon pays, le plus grand pays d'élevage de l'UMOA, mais c'est des bribes, ça ne servira à rien. Je suis en train de rêver. Est-ce que vous allez envoyer 200 milliards ou aider le Mali à avoir 200 milliards? Mais quand on me parle de 2 milliards, je suis désolé. J'ai dit ça à la commission du mois. C'était en 2014, je crois, un truc comme ça. Donc, ils n'ont pas voulu. Donc, c'est critiquable, ces trucs-là. Alors, si aujourd'hui, nous sommes AES, nous sommes les 3 pays d'élevage de l'Afrique de l'Ouest sans le Nigeria. Mais tout ce qu'on veut, on peut faire par rapport au lait. On peut créer des trusts de secteur privé laitier moderne, faire tout pour développer la filière laitière et puis servir le peuple et puis même le transformer en autre et réduire complètement les importations de produits laitiers. C'est possible. Voilà. Docteur, comment est-ce que vous voyez l'aliment bétail? Aujourd'hui, le Mali a beaucoup de problèmes en matière d'aliment bétail. Comment est-ce que vous voyez ça? Quelle solution proposez-vous pour cela? Le problème d'aliments bétail au Mali, ce n'est pas aujourd'hui. C'est la conséquence du rétrécissement qualitatif et quantitatif des ressources naturelles au Sahel. À partir de 3-4 mois, il n'y a plus rien dans les forêts pour les animaux. Il n'y a plus rien, absolument. Donc, ça fait même des conflits et tout ça. Hein, vous comprenez? Alors, la solution, nous, on a proposé la solution. Je me rappelle, il y a un éleveur de Nyono embarqué, Hernangore, qui était avec, je sais pas, c'est un Tchèque ou en tout cas, c'est un mec de l'Europe de l'Est.
Tu lui as donné une souche d'herbe à éléphant. Il l'a planté, mais aujourd'hui, regardez ce que ça c'est devenu. L'herbe à éléphant, on est parti et je pense qu'il y a un bureau quoi qui a appuyé la recherche agronomique de Sotiba qui a fait 2 ans de recherche développement là-dessus. On a vu que l'herbe à éléphant, 1 hectare peut donner 300 tonnes par an. 300 tonnes par hectare. Par hectare et par an. En 5 coupes sous arrosage. 300 tonnes d'herbe 1 hectare. Donc la solution est là. La solution est là. Et nous, notre programme de l'emploi des jeunes là, c'est deux filières. La filière herbe à éléphant, on dit chaque village de Caille. Je crois qu'il y a 2000 villages à Caille, 1490 villages. Chaque village va prendre 10 hectares. Les jeunes du village vont mettre l'herbe à éléphant dans ces 10 hectares-là pour avoir 3000 tonnes d'herbe. Les Maliens vont acheter l'herbe, les Mauritaniens, les Sénégalais vont venir bord champ pour acheter l'herbe. Vous comprenez? Et l'autre variante pour les jeunes, c'est la pisciculture. Donc l'aliment bétail, tant qu'on tient à aller dans les produits industriels pour nourrir notre bétail, on n'avancera pas. Surtout pas dans l'investissement, parce que c'est cher. Alors il faut développer les cultures fourragères partout, de façon professionnelle. Et puis l'élevage là, le bétail, son aliment c'est l'herbe. Ce n'est pas les tourteaux, tout ça là, c'est l'homme qui a forcé pour le mettre, hein, pour accélérer un peu le gonflement de viande et autres. Sinon, c'est l'herbe. Et si on développe l'herbe à éléphant partout au Mali de façon professionnelle, bien suivie par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, mais c'est parti. Non seulement les jeunes ont du travail, ils ont des résultats financiers non-stop, de façon répétitive, et nos éleveurs ont beaucoup d'herbe pour nourrir leur bétail, et ça pousse les gens même à investir pour faire l'embouche, pour faire le lait, parce que nourrir le bétail est devenu facile. Et on va prendre l'argent des Mauritaniens et des Sénégalais tous les jours par cette herbe-là. Et c'est ce qu'on a voulu développer dans les 70 villages de Kaila comme test Shinden pour la jeunesse. Bon, en tout cas, la solution. Mais, comme on est déjà dans l'industrie aussi de l'aliment bétail, en prenant par exemple les usines d'huile là aujourd'hui qui font l'aliment bétail, on les met en relation interprofessionnelle avec des producteurs d'herbes. Et qu'ils prennent leur herbe pour malaxer avec leurs graines là, pour sortir de l'herbe et pour sortir de l'aliment bétail le meilleur possible au monde, parce qu'il y aura beaucoup moins d'huile, parce qu'il y a l'herbe là-dedans, c'est mélangé. Et au lieu de produire 250 tonnes par an, ils vont produire peut-être 5000 tonnes. Parce que l'herbe et l'autre mélangé, ça fait de la productivité. Donc ça leur fait encore d'autres richesses à acquérir. Et l'herbe à éléphant, c'est stratégique. Allez en Égypte pour voir ce qui se passe. Allez en Ouganda, on l'appelle Ouganda grâce là-bas. Des gens ont créé des entreprises sur ça, qui s'enrichissent en milliards. Et qui développent leur élevage. Voilà. Ah, donc, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Et quels sont vos projets futurs, tant sur le plan politique que le plan économique? Bon, les projets sur le plan politique, c'est très simple. C'est d'aider mon pays et l'Afrique à aller dans sa souveraineté alimentaire, dans leur souveraineté alimentaire. Et c'est possible, et par le secteur privé. Et dans ça, faire tout pour que notre jeunesse là ait de l'emploi dans ces activités d'investissement là. Il n'y a pas d'autre projet. Que l'on soit souverain sur le plan alimentaire et que nos jeunes aient du travail par nous-mêmes, chez nous-mêmes. Point. Voilà. Quel est votre message? Quel message souhaitez-vous adresser aujourd'hui, qu'il soit au gouvernement, qu'il soit aux jeunes qui veulent entreprendre dans l'agriculture, etc., etc. Quel est votre message? Mon message pour les dirigeants de mon pays, c'est de leur dire de croire à l'agriculture, de savoir que c'est par l'agriculture qu'on peut tout développer au Mali. Dieu nous a donné ce qu'il n'a donné à aucun pays. Des terres fertiles, de l'eau en haut et en bas. En quantité, on peut revendre l'eau du Mali. On peut revendre à 5 pays l'eau qu'on a là, l'eau souterraine qu'on a, on peut revendre ça à 5 pays pour développer leur agriculture. Donc je dis à nos dirigeants, vraiment, concentrons-nous ensemble sur le développement du secteur rural. Concentrons-nous sur ça.
Concentrons-nous sur ça, c'est le lendemain du Sahel et de l'Afrique. Et pour l'emploi, c'est aussi ça. Pour la tranquillité économique et financière, c'est le secteur rural. Pour le développement de tel ou tel autre secteur, que ça vienne des économies rurales. Et c'est possible, on a tout pour le faire. Ce que je demande, c'est ça, et je tiens à ce que tout le monde comprenne que c'est par le secteur rural qu'on pourra vraiment asseoir une forte économie, produire des richesses renouvelables pour nous-mêmes, par nous-mêmes, et que nos jeunes soient fiers de leur pays. Voilà. Donc, nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Avec cet entretien, il y a eu beaucoup d'explications qui va aider beaucoup de personnes à comprendre aujourd'hui l'écosystème entrepreneurial et l'écosystème d'agriculture et surtout sur la politique agricole malienne et les avantages aujourd'hui de la Confédération des États du Sahel en matière d'agriculture. Donc, nous vous remercions beaucoup pour cela. Nous vous remercions beaucoup et nous vous disons donc à bientôt. Merci beaucoup. Nous étions avec Dr Mourou Boukou, consultant en agroéconomie. Merci beaucoup. Merci.